Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et comme toujours, eh bien, nous allons aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité issue de la diaspora africaine, mais congolaise en particulier. Aujourd'hui, nous allons vers une femme. Elle vit aux États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années. Elle exerce le métier de psychologue et nous allons faire connaissance. Fanny Kabatoussuila, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'accepter de répondre aux questions de Radio Mboté. Le principe de conviction, nous allons vers une personnalité et nous tentons de faire connaissance. Alors, je l'ai dit en introduction, vous vivez aux États-Unis, vous exercez le métier de psychologue, vous êtes fille de diplomate, de professeur d'université, c'est dire que vous avez vécu dans une ambiance, on va dire, intellectuelle, ça vous a forgé un caractère. Parlez-nous un peu de cette période. Tout d'abord, bonjour et merci de l'invitation. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Et effectivement, donc comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, je viens d'un milieu intellectuel, mais aussi un milieu, disons, assez militant dans ce sens que le pays, donc le Congo, le Zaïre à l'époque, a toujours représenté le personnage central de notre vie. Donc j'ai vécu au Congo, j'ai vécu en Allemagne aussi un petit peu, et alors je suis revenue au Congo dans les années de formation. Et donc c'est là que je me revendique être moine-akin, puisque j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de à peu près 15 à 16 ans. Mon père était effectivement diplomate, il a déjà pris sa retraite dès lors depuis très longtemps, mais il enseigne à l'université de Kinshasa, donc pour former les jeunes économistes, donc ceux qui reprendront l'économie de notre pays dans le futur. Alors, vous avez vous-même suivi un cursus en économie à l'université de New York, si je ne m'abuse. Je pars sous votre contrôle. Alors, pourquoi avoir choisi ces études? Est-ce que c'est par, le ressembler à papa, inconsciemment? Oui, sans doute, pour ressembler à papa. Disons que quand on est fort jeune aussi, c'est pas toujours évident de prendre une orientation qui est propre à l'être, qui est vraiment déjà développée. Donc, généralement, beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, on prenait des orientations, tu savais, ou bien économie, médecine, ingénieur agricole, mais souvent, on ne pense pas toujours à des carrières parallèles ou d'autres types de carrières. Donc, on pensait toujours aux carrières qui étaient essentielles au développement du pays. Donc l'économie, effectivement, j'ai donc une licence en sciences économiques, en gestion et finance. J'ai d'ailleurs travaillé dans ce domaine-là pendant pas mal d'années ici en Belgique. Et puis quand j'ai aussi mûri, il y a eu des changements de vie qui ont fait que j'ai décidé de me réorienter vers la psychologie, vers la connaissance et l'apprentissage de l'être humain et de ses comportements. Alors précisément, je crois savoir, ce sont mes sources qui me renseignent, je ne vous les citerai pas, que ce qui vous a aussi motivé, je pense que c'est, on va dire, la détresse des femmes de l'Est de la RDC. Parlez un peu de ce cheminement qui vous a vraiment fait prendre conscience de l'importance de ce fléau. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, que le personnage central, en fait, de ma vie, ça a été le pays. Ça a été, disons, je dirais Kinshasa en particulier, mais le Congo en général, parce que ça a été vraiment l'acteur central dans ma vie. Donc, partout où j'ai été, partout dans toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai toujours entendu le tam-tam un peu de nos ancêtres nous appeler à la tâche, à nous dire, bon, peu importe où vous allez, peu importe qui vous devenez, n'oubliez pas d'où vous venez. Et donc, quand je vivais aux États-Unis, j'étais professeur de français en fait, j'enseignais le français à Atlantic High School, donc pour un programme du baccalauréat international. J'ai suivi des cours de psychologie qui m'ont amené à simplement rencontrer des gens et voir des professionnels qui étaient dans le métier donc d'aide au pays en difficulté. Alors notamment, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Lorna Owens, qui travaillait à l'est du Congo et qui a fait une présentation sur la souffrance des femmes congolaises qui vivaient dans le conflit, dans les zones de conflit, dans les zones de guerre. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait quand même besoin, ou il y aurait besoin d'un accompagnement psychologique pour aider donc ces femmes à remonter la pente, donc après avoir subi des traumatismes extrêmes. Alors je me suis posé les questions à savoir dans quelle mesure est-ce que moi je pouvais apporter une pierre à l'édifice. Donc j'ai repris de ce fait des études de psychologie. Donc ce sont ces mamans en fait qui ont été au départ de ma motivation. C'était les mamans du pays. Et je ne regrette absolument pas ce choix. Donc c'est toujours dans cette gamme que je travaille. Donc je travaille toujours pour aider les autres au départ. Pour le moment, je suis aux États-Unis. Donc, mais j'espère aussi qu'un jour, je pourrai aller sur le terrain et aider là-bas. Vous avez donc pris toute la mesure de l'importance de ce fléau. Mais est-ce que vous avez déjà été confronté
à ces victimes, par exemple? Je n'ai pas été confrontée directement à elle, puisque je ne suis jamais allée à l'est du Congo, mais j'ai travaillé donc avec cette organisation qui s'appelle footprintsfoundation.org. Donc c'est une organisation qui aide en fait à apporter des soins médicaux à l'est du Congo, et alors aussi à faire des formations d'infirmières accoucheuses. Alors j'ai aux États-Unis participé à plusieurs collectes de fonds, donc j'ai organisé aussi des collectes de fonds pour pouvoir acheter des kits, par exemple des kits d'accouchement, pour que les accouchements se fassent dans les conditions les meilleures, et aussi pour payer donc les frais pour que des infirmières accoucheuses américaines et aussi médecins gynécologues américains, notamment aussi Lorna, puissent aller à l'est du Congo pour pouvoir apporter aussi une aide et aussi une éducation pour que les infirmières accoucheuses locales puissent avoir des nouvelles techniques pour éviter justement qu'il y ait beaucoup de problèmes au niveau des accouchements des femmes qui ont justement subi des traumatismes aussi bien physiques que psychologiques, donc du viol comme arme de guerre. Alors revenons aux États-Unis d'Amérique. Vous y vivez depuis de longues années, vous y exercez le métier de psychologue. Comment se sont passés vos débuts justement dans le domaine? Est-ce que vous avez été victime, on va dire, de préjugés, de discrimination? Est-ce que vous avez dû faire votre place, vous battre pour vous imposer? Racontez-nous. Disons que aux États-Unis, en fait, le métier de psychologue est encore un métier assez exclusif à la population donc européenne, enfin des descendants d'Européens. Il y a maintenant un changement, donc il y a de plus en plus de psychologues et même des psychiatres, des associations de psychologues noirs américains et quelques latinos qui commencent aussi maintenant à s'intéresser à ce métier, puisqu'il y a là une tâche quand même énorme, puisque c'est le souci de veiller au bien-être mental donc de la population. Alors d'ailleurs, on voit bien qu'aux États-Unis, pas mal d'événements récents montrent qu'il y a parfois des déséquilibres qui font que des étudiants viennent tirer dans leurs universités, et on se dit qu'il y a un problème au niveau de la santé mentale, donc il faut plus de gens qui travaillent sur la santé mentale. Est-ce que ce n'est pas plutôt la conséquence d'une société profondément inégalitaire quand on y réfléchit? Je ne sais pas si on peut dire que c'est la conséquence d'une société inégalitaire, mais en fait, ça pose la question d'un développement. Donc par rapport à moi, étant du Congo, je me pose la question de savoir, quand nous on pense au développement, quand nous on pense à nos sociétés futures, est-ce qu'on doit les calquer sur ce modèle? Parce que ce modèle en fait produit aussi énormément de déchets, dans ce sens qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de suicides, beaucoup de maladies mentales, donc notamment dépression, troubles d'anxiété et autres, qui font que, est-ce que c'est vraiment le regard que nous devons poser est aussi un regard critique? C'est pas parce que nous sommes les pays, moi je ne les appelle pas en voie de développement, je les appelle en voie de recouvrement, parce que nous étions tout à fait développés bien avant, donc nous sommes en recouvrement, en récupération. Est-ce qu'il faut on ait un regard un peu critique aussi de ces nouvelles sociétés, de ces sociétés soi-disant modernes et civilisées, parce qu'elles apportent aussi avec elles des choses que nous devons connaître et nous devons savoir. Est-ce que nous pourrons gérer ça? Est-ce que nous voulons gérer ce genre de problème? L'inégalité, elle est là. Donc, en fait, pour revenir à ce que vous avez dit pour ma formation, bon, c'est une formation qui est donc universitaire d'un niveau donc post-universitaire. Il faut faire donc 2 ans d'études post-universitaires, parce que j'ai fait 2 masters, donc un en psychologie appliquée et l'autre donc en psychothérapie. Ce sont donc des... Quelle est la différence entre les deux? C'est important pour ceux qui nous suivent. Psychologie, psychothérapie. Oui, psychologie appliquée, donc généralement débouche directement vous devez généralement déboucher sur un doctorat. Donc vous pouvez aller dans la recherche en psychologie, ou alors, mais pas nécessairement en clinique, en psychologie clinique, où vous allez réellement vraiment travailler avec des patients. Donc la psychothérapie vous permet donc de travailler avec les patients. Je sais qu'ici il y a une distinction par rapport à la Belgique, c'est que psychothérapeute, peut-être ce n'est pas la même valeur, mais aux États-Unis il faut faire des études post-universitaires pour devenir psychothérapeute et travailler donc avec patients de façon indépendante. Alors après les études, il y a donc un stage à faire, comme donc en médecine, où on est supervisé par des gens qui sont dans la profession depuis plusieurs années. Et alors avec ça, on doit s'enregistrer auprès du ministère de la Santé, donc de l'État de Floride, dans mon cas, et donc passer aussi, comme on appelle, des examens d'État pour veiller à ce que vos connaissances soient acquises et bien en parallèle avec les connaissances nécessaires requises par l'État de Floride pour pouvoir exercer la profession. Donc il y a un accès à la profession. Je voudrais revenir sur votre attachement viscéral, épidermique à votre pays d'origine, la République démocratique du Congo, et ce souci que vous avez de faire en sorte que les racines, les origines, la connaissance de l'histoire puissent
être quelque chose de préservé. Alors aujourd'hui, en 2015, on peut se poser la question, notamment chez ceux qui vivent en dehors du pays d'origine et qui sont dans les sociétés dites d'accueil, c'est cette dualité entre ce besoin de s'intégrer sans perdre ses racines et le fait qu'il y a aussi ce risque-là d'être taxé de communautariste dans une société où le repli identitaire est de plus en plus interprété, au fond, comme un refus de s'intégrer. Alors, comment vous voyez toutes ces problématiques à l'aune du métier que vous exercez? Mais justement, en tant que psychologue, souvent on remarque en fait qu'il y a beaucoup de questions qui relèvent de l'identité de l'individu et qu'il est important de remarquer que les individus qui ont eu un équilibre mental assez bon sont des gens justement qui ont peu de questions sur leur identité, qui ont beaucoup d'assurance. Est-ce qu'il y a une moyenne à ce sujet? Parce que vous dites une bonne connaissance. Est-ce qu'il y a une moyenne? Non, je crois que ça dépend de chaque individu. D'accord. Mais ayant été moi-même confrontée donc à comme ce souci d'intégration, ce souci de faire partie d'une société qui n'est pas nécessairement entièrement comme la mienne ou celle d'où je viens, a forcé à se poser des questions. Et aussi le fait que je vis aux États-Unis aussi m'emmène à voir qu'il y a beaucoup de personnes d'identité, donc d'origine noire américaine, mais qui recherchent aussi, qui ont un besoin de retrouver leurs racines. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de choses qu'on savait sur nous-mêmes nous ont été apprises par l'autre, par celui qui nous a observés de l'extérieur. Et moi, je pense qu'il y a là toute une démarche à refaire de se reconnaître soi-même. Connais-toi toi-même. Mais alors, nous avons un travail, pas seulement pour ceux qui sont de la diaspora, qui veulent s'intégrer donc dans un milieu qui va les accueillir, parce que pour qu'on t'accueillisse, il faut d'abord savoir qui tu es, qui vient là. Hein, qui se présente là. Donc si tu ne te connais pas toi-même, qu'est-ce que tu demandes à l'autre? Qui doit-il accueillir? Et je demande aussi que la démarche soit faite par les gens qui vivent encore au pays. Parce que même là, au niveau de l'identité de la personne en Afrique en général, il y a tout un devoir d'histoire, un devoir de remettre en place certains paramètres au niveau de l'identité africaine ou l'identité congolaise ou l'identité quinoise. Qu'est-ce que ça veut réellement dire aujourd'hui? Parce que c'est à partir de là qu'on peut commencer à construire, à partir de ces bases-là qu'on peut commencer à construire. À partir du moment où on a une confusion, qu'on ne sent pas à quoi on appartient, ou qu'on imagine qu'à ce qu'on appartient, ce qui nous appartient n'a pas de valeur, ou ce qui nous appartient n'est pas bon et qu'il faut remplacer. Donc je faisais référence à ces sociétés modernes, ces sociétés soi-disant donc évoluées, civilisées. Est-ce qu'il faut poser un regard critique? Mais comment pose-t-on un regard critique si on n'a pas nous-mêmes déjà regardé dans nos propres racines pour voir qui sont nous? Cet exercice-là, est-ce que vous ne pensez pas au fond que aujourd'hui, on prend le continent africain, ça ne concerne pas seulement la RDC. Hein, bien sûr. Beaucoup de sociétés sont confrontées à cette problématique, mais quand on vit dans des pays où joindre les deux bouts pose problème, où il y a des différentiels importants entre des classes dirigeantes, il faut bien le dire, extraverties, qui ont un tropisme occidental, et une majorité de la population qui est, je dirais, paupérisée, est-ce que vous ne pensez pas que cet exercice-là, en fait, que vous recommandez, qui est tout à fait légitime, au fond, passe au second plan parce qu'il y a des considérations, je dirais, plus terre-à-terre, finalement, plus existentielles, au fond? Mais justement, moi, je pense qu'en fait, ce sont des considérations, justement, existentielles et que s'il y a, justement, un déséquilibre, il vient de là. Vous l'avez bien expliqué, donc il y a une paupérisation, mais ce n'est pas selon le modèle ni les traditions africaines d'avoir ce genre de paupérisation. Donc, quel est le modèle qu'on veut employer pour nos sociétés à venir, puisque les jeunes d'aujourd'hui doivent penser déjà à la société qu'ils auront demain. Mais je ne dis pas qu'il faut retourner dans le passé simplement pour retourner dans le passé, mais à voir quelles sont les ressources que nous avions, que nos ancêtres avaient, pour pouvoir les mettre au goût du jour, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut réorganiser nos sociétés civiles, comment est-ce qu'on peut réorganiser le dialogue entre les différents éléments donc de notre pays, donc les politiques, les économiques, les sociétés civiles, les artistes, donc que tout le monde puisse y trouver sa place. Parce que nous venons de
de sociétés très égalitaires au départ. Les sociétés de nos ancêtres étaient des sociétés très, très égalitaires. Donc chacun avait son rôle, chacun sa fonction. Bien sûr, nous sommes maintenant catapultés au XXIe siècle. On ne demande pas que tout le monde retourne dans un village, mais il faut quand même qu'on y retourne pour voir un peu quelles étaient les valeurs qui sont aussi quelque part dans notre ADN culturel, parce que peut-être que ce sont des valeurs qui fonctionneront mieux pour nous. Donc ne regardez pas toujours vers l'autre pour se définir, mais aussi regardons vers nous-mêmes pour qu'on se définisse. Donc la démarche identitaire, elle n'est pas d'un repli, mais au contraire de se connaître soi-même pour qu'enfin on puisse aller vers l'autre et dire, bon, tu sais, ça chez nous, ça ne marche pas. Nous, le pouvoir ne fonctionne pas comme ça. Nous, l'éducation ne fonctionne pas comme ça. Mais tant que nous sommes dépendants des autres, tant que nous sommes dépendants de la vision que l'autre a de nous pour nous définir, donc au niveau donc psychologique, on est en fait endetté vers l'autre constamment. Donc c'est comme un esclavage intellectuel. Il faut s'affranchir d'une certaine manière de cet asservissement mental, intellectuel, spirituel aussi et moral. C'est-à-dire qu'il faut que nous décidions, que nous en tant qu'Africains décidions de ce qui est bon pour nous. Mais pour le savoir, il ne faut pas simplement qu'on se base sur ce qui est bon pour les autres. Peut-être le modèle chinois, le modèle indien, le modèle américain, le modèle européen fonctionne bien pour eux, mais quand ils se sont assis dans leur colloque, dans leur pensée, ils ne nous ont pas invités à la table pour qu'on mette, nous, notre pierre à leur édifice. Donc ce n'est pas pour dire qu'on ne veut pas le dialogue, mais avant qu'il y ait un dialogue interne-externe, donc une communication vers l'autre, il faut aussi qu'il y ait un dialogue interne à nous, l'Africain, pour qu'on décide de se redéfinir. Donc ça passe forcément par l'acceptation des uns des autres dans ces différences, ce qui n'est pas toujours évident. Absolument. Il faut pas oublier que les Africains, par exemple, admettons le Congo d'aujourd'hui, mais beaucoup de tribus du Congo d'aujourd'hui, ou beaucoup de gens d'ethnie, ne se connaissaient pas avant l'arrivée des Européens. Donc nous sommes un peuple en train de nous construire, nous sommes un peuple nouveau. Beaucoup de gens parfois souvent disent, oui, mais voilà, en Afrique, vous n'apprenez pas des leçons des autres. Je dis, mais il y a encore quelques années d'ici, on avait la guerre mondiale. Il n'y a pas encore eu un siècle que les Européens se battaient entre eux, que l'Allemagne envahissait la France, la Belgique, l'Angleterre. Donc, oui, laissons du temps au temps, ne soyons pas non plus trop exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Acceptons que l'histoire, elle doit être revue avec un grand H, avec un grand T, donc un temps, mais nous devons faire un pas vers nous-mêmes avant d'aller vers l'autre, parce que je pense qu'il y a là ce problème identitaire que tout ce qui vient de chez nous n'est pas bon. Donc tout ce qui vient de chez nous vient d'emblée avec une tare d'origine, ou nos croyances, ou nos pratiques, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure que ce n'était pas vrai, parce que qui nous a dit ça? C'est celui qui venait pour nous coloniser, ou pour venir nous envahir, ou pour venir nous apprendre quelque chose. Mais nous-mêmes avons-nous décidé effectivement que c'était le cas? Alors nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien. Vous avez certainement des projets, vous avez parlé tout à l'heure de votre volonté, à l'occasion aussi, en tout cas cela se présentait, d'aller à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez une lecture, je dirais, de ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez l'intention de vous y investir davantage? Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, de votre expérience américaine, que pouvez-vous faire profiter justement au Congo? Alors, j'ai parlé effectivement donc de ce projet de travailler avec les femmes de l'Est, et alors ça m'a aussi poussé, parce que quand on étudie la psychologie, ce sont généralement une psychologie très eurocentrique, parce que tous les grands noms de la psychologie, à commencer par Freud, ce sont tous des gens... les Lacan, les Charcot et compagnie. Alors j'ai voulu les étudier, oui, mais aussi regarder ce que nous avons chez nous à apporter, parce que nous avons aussi nos soins thérapeutiques. Nous avons aussi dans nos traditions toute une batterie donc de traitements, de plans de traitement. Vous ne parlez pas de féticheur, j'espère. Non. Encore que c'est interprété comme une forme de psychanalyse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais traditionnel. Oui, donc nous avons des outils, mais qui conviennent mieux à notre psychologie aussi. Puisque quand on parle par exemple de famille nucléaire, on ne va pas aller parler de famille nucléaire, papa, maman, les 3 enfants, quand on parle d'une famille à l'est du Congo. Donc il faut rétablir aussi un équilibre dans ce sens-là. Donc là aussi, exige une recherche pour comprendre comment nous fonctionnons nous. Et comment est-ce que nous pouvons aussi apporter cette autre facette
facettes de la psychologie, pas seulement eurocentrique, mais aussi nous en Afrique. Mais là, donc ça c'est un des premiers projets, c'est de construire un programme de soins, donc des plans de traitement pour que ces femmes puissent se sentir, donc qu'on puisse les réhabiliter au niveau émotionnel et psychologique. Mais d'un autre côté, je travaille aussi sur un autre projet qui est d'amener donc des Africains-Américains, comme ils s'appellent, à revenir vers l'Afrique, donc à être réhabilités dans leur identité africaine à part entière. Il y a une demande très forte, et alors on voit d'ailleurs que ça teinte donc la vie des Africains américains, qui a quelque chose justement, il manque, il faut restaurer une identité africaine, et dans le but de restaurer une identité africaine, ils font une recherche très profonde. Certains d'entre eux recherchent à reconnecter avec cette Afrique. Alors malheureusement, ça se fait surtout dans l'Afrique anglophone, donc il y a des projets déjà similaires au Ghana, au Nigeria, mais très peu au Congo. Il faut qu'on rapatrie nos enfants, même si c'est symbolique. Il faut que les enfants de l'Afrique soient accueillis en Afrique. Ce sont des gens qui ont fait des études, ce sont des gens qui ont les moyens financiers. Pourquoi pas eux venir investir chez nous? Pourquoi pas les accueillir? Et l'accueillir aussi, bien sûr, je me mets dedans, la diaspora. Donc les enfants du pays qui sont partis pour des raisons XY, qui ont bien réussi, et qui veulent maintenant rentrer chez eux avec leur talent, avec leur connaissance, avec leur argent, pourquoi pas, pour investir, pour éduquer, pour enseigner aux autres et dire aux autres que vous savez que ce que nous avons chez nous a de la valeur. Et c'est pas seulement les pierres et l'or et les ressources minières, mais la valeur vient aussi dans ce que nous avons à proposer, dans ce que nos cultures ont à proposer au monde. Et pas seulement pour l'Afrique, mais pour les autres aussi. Donc, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Fanny Kabatou-Suila. Je rappelle que vous exercez le métier de psychologue à Miami, c'est en Floride, aux États-Unis. Merci infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Radio Mboté. Mais je vous remercie de m'avoir invité, c'est avec grand plaisir.